Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme. Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 15 septembre 2023. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, ici aux États-Unis, la capitale fédérale. Et ce soir, nous parlons du G20. Les 9 et 10 septembre dernier a eu lieu le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 à New Delhi en Inde. Le groupe des 20, Forum de coopération économique internationale, qui regroupe des pays divers comme les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Indonésie, le Mexique, a admis en son sein l'Union africaine. Un acte qui témoigne de l'importance stratégique de plus en plus évidente du continent africain sur la sphère internationale. Nous en parlons avec nos invités et Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis en charge des affaires africaines. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir. Nous avons aussi le docteur Oumarou Balarabe, il est économiste. Bonsoir Oumarou. Bonsoir Monsieur Enfant, bonsoir à tous nos auditeurs. Voilà, nous espérons aussi avoir le professeur Ngoy Tibambe, il est enseignant des relations internationales à l'université de Lubumbashi. Nous les retrouvons dans quelques instants, juste après une petite pause. Voilà, nous retrouvons donc nos invités pour parler du G20 et de l'intégration de l'Union africaine qui devient donc membre de cette organisation. Alors, pour commencer le débat, je vais donner la parole au docteur Oumarou Balarabe. Je l'ai dit, il est économiste. Docteur Balarabe, pouvez-vous nous dire, c'est quoi le G20? Pourquoi a été créée cette organisation et quels sont ses défis en ce moment? Le G20, et tout d'abord il faut le savoir, c'est un forum intergouvernemental, donc une sorte d'assemblée de gouvernements du monde qui s'est organisé et qui normalement porte sur les sujets de coopération internationale, de coopération économique internationale. Alors j'ai bien dit que c'est un forum, donc en fait c'est pas une entité formelle et qui, comme toutes les autres organisations internationales, est créée par un traité ou une convention multilatérale de pays, mais c'est un forum pour essayer de contourner toute la complexité qui a adopté des résolutions sur le plan international et d'arriver à les mettre en œuvre. Et donc, ce forum est un tout petit peu informel qui permet de répondre à ces enjeux-là. Donc, ça a été la crise asiatique qui a commencé, qui a démarré la mise en place du forum c'était plutôt au départ un forum de ministres et de gouverneurs de banques centrales. Et puis, c'est devenu, après la crise mondiale des années 2008, un forum qui a un sommet de chefs d'État qui se réunit après l'Assemblée des ministres de Finances et des gouverneurs de banques centrales. Donc, c'est de la coopération internationale. C'est autour des sujets d'économie mondiale, d'échange, de commerce international et de développement économique qu'il s'agit, et c'est ça le fondement et le but même du G20. Et les défis qu'il s'est assigné. Voilà. Merci beaucoup, Dr Oumarou Balarabe, de nous avoir présenté le G20 et ses missions. Je rappelle que nous avons été rejoints par le professeur Ngoy Tibambe Germain. Il est enseignant des relations internationales à l'université de Lubumbashi en RDC. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà. On vous retrouve dans un instant. On va d'abord donner la parole à l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis en charge des affaires africaines. Alors, monsieur Cohen, le docteur Oumarou Balarabe vient de nous présenter le G20. On va essayer d'analyser cette organisation sous une perspective américaine. Alors, quel est l'intérêt des États-Unis de faire partie du G20, un groupe qui comporte des pays comme la Russie et la Chine, les pays qui ne partagent
partagent pas toujours les visions politiques et économiques des États-Unis. Alors, quel est l'intérêt des États-Unis à être membre d'une telle organisation? Les États-Unis ne regardent pas le G20 comme une organisation politique. C'est surtout une organisation économique pour les exportations et les importations. Et pour les États-Unis, certaines importations sont indispensables. Il faut pas perdre ces importations. Je vous donne un exemple, le cacao. Les Américains aiment beaucoup le chocolat et on consomme beaucoup de chocolat aux États-Unis. Mais il y a seulement 2 pays dans le monde où on peut acheter le chocolat. C'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et l'Amérique, c'est très important que ces 2 pays continuent à exporter. Et même les États-Unis, il y a une société américaine qui a fait une usine pour faire du chocolat. Ça c'est Mars Bars qui est en Côte d'Ivoire. Donc c'est seulement un produit. Il y a des centaines de pays qui sont indispensables pour les États-Unis et il faut que le commerce extérieur ou international soit stable et toujours disponible. Merci beaucoup, ambassadeur Herman Cohen, de nous avoir situé l'intérêt des États-Unis à faire partie du G20. On retrouve le professeur Ngoy Tibambe Germain. Alors, professeur, l'Afrique du Sud est déjà membre du G20. Maintenant, c'est l'Union africaine qui fait son entrée dans ce groupe. Pourquoi, selon vous, les membres du G20 ont décidé d'accepter l'adhésion de l'Union africaine? Et pourquoi maintenant? Bon, ce que je peux dire, c'est que maintenant, c'est vraiment un moment favorable pour l'Afrique. Ce moment est favorable parce que, en fait, il est porté par ce que je peux appeler la traduction de plusieurs tendances, de plusieurs forces qui démontrent les éléments suivants dont on a pris la mesure. Le premier élément, c'est l'ébranlement, sinon le craquellement de l'ancien ordre international, un ordre international dans lequel une sorte d'oligopole hégémonique euro-américain a régné en absolu. Alors cet ordre est en train de s'essouffler. Et cet essoufflement se manifeste par ce qu'on peut appeler la montée irrésistible des autres. Les autres qu'on connaît, que nous connaissons, la Chine, l'Inde, etc. Alors cette montée des autres démontre en fait le dépérissement de cet absolu du référent occidental. Alors le deuxième élément qu'il faut considérer, c'est réellement la prise en compte de la montée du poids de l'Afrique. Et cette montée du poids de l'Afrique peut se lire sur le piédestal démographique. Vous savez, sur le plan démographique, dans les années à venir, l'Afrique va compter comme une puissance démographique avec une population composée de jeunes. Alors un autre élément, c'est la puissance, mais une puissance paradoxale, parce qu'elle est portée sur toutes sortes de potentialités économiques dont regorge son sous-sol. Et un autre élément de cette puissance de l'Afrique, c'est le rôle que l'Afrique est en train de jouer dans les enjeux environnementaux. De sorte que, ça c'est le dernier point sur lequel je vais citer, continuer à exclure l'Afrique devenait un point mort. Donc la non-inclusion de l'Afrique portait déjà ombrage et constitué comme un germe qui porterait des limites dans ce que le G20 est en train de faire. Bon, voilà plus ou moins présenter la réponse sur pourquoi l'Union africaine vient d'être intégrée dans le G20. Merci.
Merci beaucoup, professeur Germain Ngoy Tibambe. On va retrouver Oumarou Balarabe, qui est économiste. Alors, Oumarou, on va poursuivre avec les raisons pour lesquelles le G20 a décidé d'accueillir l'Union africaine. Il faut dire que les membres du G20 représentent 85% du PIB mondial et plus de 75% du commerce mondial. Alors, pourquoi ce groupe de pays, qui est déjà économiquement puissant, peut accueillir d'un point de vue économique l'Union africaine? On sait qu'il y a les États-Unis, la Russie, des grands pays qui pèsent extrêmement lourd. Que peut apporter l'Union africaine au G20? Pour répondre à votre question, je vais rajouter aux deux premiers indicateurs, à savoir le poids du PIB et le poids dans les échanges commerciaux. Un troisième critère qui est souvent mobilisé pour le G20, c'est le poids de la population des pays du G20. C'est 60% de la population mondiale qui fait partie du G20 et justement dans les 40% qui manquent, il y a le continent africain. Donc il y a déjà un premier argument qui est celui de la population. Il faut bien savoir, M. Oufa, qu'à l'horizon 2050, il y aura 2 milliards d'Africains dans le monde pour une population globale de 9 milliards. C'est-à-dire qu'un être humain sur 5 sera africain et on ne peut pas se passer de cette puissance-là. En fait, le nombre d'êtres humains, vous l'imaginez bien, pour un économiste, c'est d'abord de la consommation, c'est aussi de la production. Donc, le premier élément, c'est celui de la légitimité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision en laissant de côté le cinquième de l'humanité. Donc, c'est déjà un premier argument. Le second argument, il est plutôt d'ordre stratégique. Et ça compte en économie. Il faut le savoir, l'Afrique, c'est pas uniquement un quart de la population mondiale en 2050, mais c'est aujourd'hui même le bassin du Congo, c'est-à-dire le second poumon après l'Amazonie qui est en train d'être friché. Donc on a le bassin du Congo qui reste quand même le plus important bassin après le Congo et on ne peut pas arbitrer sans prendre en compte ce poumon de l'humanité. Un autre argument stratégique, c'est que en gros l'Afrique dans les échanges internationaux est la source de pas mal de ressources naturelles et on peut savoir ce qu'il y a déjà comme ressources naturelles aujourd'hui, mais on ne peut pas prévoir ce que l'innovation technologique va nous permettre de découvrir demain. Et cette diversité de l'écologie, des sols, du climat font que l'Afrique reste quand même un enjeu stratégique majeur. Un dernier point que je vais quand même vous citer, qui n'est pas des moindres, c'est que aujourd'hui le potentiel de production agricole est porté par l'Afrique parce que 60% des terres arables dans le monde se trouvent en Afrique. C'est pour ça qu'on a une course vers les terres arabes. Vous avez des Chinois, des Américains et toutes les grosses firmes mondiales qui reviennent parce que la terre cultivable, la terre arable, c'est l'un des facteurs de production dont on ne peut pas se passer parce que l'être humain doit manger. Et pour le moment, la totalité de la production alimentaire provient de la terre et l'Afrique a justement 60% de terre cultivable. Ce qui fait que les grandes raisons qui ont motivé le choix du G20, c'est la légitimation. On ne peut pas décider sans le cadre de la planète et des raisons stratégiques que je viens de vous citer. Merci beaucoup, Dr Oumarou Balarabe. On retrouve l'ambassadeur Herman Cohen. Alors, Monsieur Cohen, je vais vous permettre de dire un mot sur ce que l'Union africaine peut apporter au G20. Et après cela, vous allez nous dire, ambassadeur Cohen, quelle est la position des États-Unis par rapport à cette adhésion? Que pensent les Américains de l'Afrique et de l'Union africaine aujourd'hui en tant que membre du G20 et en tant qu'acteur international tout court? Pour l'Union africaine, produit, c'est-à-dire les pays africains, produit un grand nombre de produits qui sont indispensables pour l'économie mondiale. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, il y a le lithium et le cobalt. Le lithium et le cobalt sont indispensables pour faire des batteries pour l'énergie renouvelable. C'est-à-dire, quand le soleil n'est pas là pendant la nuit et quand le vent ne souffle pas, il faut les batteries pour fournir l'électricité propre. Et c'est l'Afrique qui fournit le lithium et le cobalt qui sont indispensables pour les batteries. Il y a des autres produits qui sont très importants pour le commerce mondial. Par exemple, la gomme arabique, le café. J'ai déjà parlé de cacao de Côte d'Ivoire et de Ghana, le vanille de Madagascar et le tabac. Il n'y a que les États-Unis et l'Afrique qui fournissent le tabac. Donc, ce que l'Afrique exporte est très, très important
Et comme l'Afrique ne fabrique pas beaucoup de choses chez eux, leurs importations sont très importantes pour le commerce mondial. Donc avoir un commerce stable, bien coordonné par le G20, c'est très important que l'Union africaine fait partie du G20. Et donc, on va retrouver le professeur Germain Ngoy Tibambé. Alors, professeur, c'est probablement une bonne chose d'intégrer l'Union africaine, mais est-ce que cette organisation veut et va parler d'une même voix? On sait qu'au sein de l'UA, il y a beaucoup de différences. Par exemple, il y a de nombreux pays qui ont été récemment suspendus à cause des coups d'État militaires. Il y a des différences au niveau économique, culturel et tout cela. Il y a des conflits même entre les pays, Rwanda, RDC, votre pays, Algérie, Maroc et tout cela. Est-ce que l'Union africaine, sur la scène internationale, va pouvoir parler d'une même voix au sein du G20 et ailleurs? Professeur Tibambé? Alors, je crois que nous avons perdu le professeur Tibambé. On va essayer de retrouver le docteur Oumarou Balarabe. Vous êtes là, docteur? Voilà, non. Nous avons retrouvé le professeur Tibambé. Professeur, je vous demandais, est-ce que l'Union africaine va pouvoir parler d'une même voix au sein du G20? On sait qu'il y a beaucoup de crises sur le continent, les pays qui ont été exclus à la suite des coups d'État militaires. Il y a des crises entre les pays, Rwanda, RDC, Algérie, Maroc et tout cela. Est-ce que l'Union africaine peut parler d'une même voix au sein du G20? Bon, je vous remercie pour cette question. Laissez-moi d'abord vous dire que parler n'est pas un acte difficile. L'Union africaine peut bien parler parce que les interactions en ce qui concerne son intégration au G20 vont consister à ce que le président en exercice de l'Union africaine pourra porter un discours pour refléter plus ou moins l'opinion, pour refléter plus ou moins les positions de l'Afrique. Mais au lieu de poser la question en termes de parler, moi je voudrais aimer que l'on pose la question en termes d'action. Est-ce que l'Union africaine peut chercher et obtenir d'agir? C'est ça la grande question. Il est important d'abord de noter que actuellement l'Union africaine est déjà traversée par plusieurs fractures, mais lorsqu'on essaye de décoder le mode d'agir de cette organisation, on constate qu'elle s'impose par une sorte de silence. Elle s'impose par une sorte d'impéritie, c'est qu'elle existe selon ce que je peux appeler le versant des impuissances. Par exemple, devant tous les problèmes que nous offre l'Afrique, je pense qu'il faut reconnaître que l'Union africaine brille par le silence. Elle ne résout pas les problèmes. Les problèmes continuent. Alors, à cet égard, on peut peut-être subsumer son intégration au programme pour peut-être lui imposer une discipline pour essayer de sauver la face. Et c'est cet espoir qui peut nous conduire à espérer que non seulement l'Union africaine pourra réellement parler, mais moi je souhaite qu'elle soit capable d'agir pour qu'elle démontre qu'elle est capable d'abord de résoudre elle-même les différents défis auxquels le continent est confronté. Voilà ce que je peux dire, M. Anfo. Merci beaucoup, professeur Tibambé. Alors, je vais demander à l'économiste, docteur Oumarou Balarabe, quelles sont selon vous les questions prioritaires africaines que l'Union africaine va devoir poser au sein du G20? Oui, alors pour ce qui concerne les priorités de l'Union africaine qui vont être celles du groupe des pays africains, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Je vais en citer trois là très rapidement. Il y a le premier enjeu qui est celui de l'investissement, c'est-à-dire de l'investissement pour les infrastructures de développement. L'Afrique a besoin d'investissements publics, des routes, des ponts, tout ce qu'il faut, mais aussi d'investissements d'infrastructures sociales, des hôpitaux, des écoles,
écoles, des universités, ça doit être la priorité pour les pays africains, parce qu'il y a un retard à rattraper. Et quand je dis investissement, je ne veux pas dire aller demander l'aumône. C'est parce que c'est pas dans ce sens que j'entends l'investissement, mais c'est de discuter de pair à pair sur la question du marché des capitaux et de favoriser le transfert des capitaux à des taux d'intérêt très, très accessibles vers l'Afrique et surtout de recourir à ce qu'on appelle les ressources vertes, c'est-à-dire que l'Afrique est un pays qui ne pollue pas, qui ne produit pas de gaz à effet de serre et doit être compensé pour cela. Donc le premier enjeu est celui de l'investissement pour les infrastructures en Afrique. Le deuxième qui va de soi, c'est celui de l'industrialisation. Je mentionne bien cet enjeu d'industrialisation parce que il ne faut pas que le G20 se mette à prendre des décisions au profit des changements globaux et du changement climatique en oubliant le fait que l'Afrique a besoin de s'industrialiser autant que les autres pays et en nous laissant prendre un départ d'une course où on a déjà un gros retard. Donc l'Afrique doit négocier fermement sur cette question d'industrialisation, non pas qu'elle va mettre en péril la durabilité des systèmes de production, non, mais qu'elle va cette fois encore remettre en question le fait que l'Afrique ne pollue pas, ne produit pas de gaz à effet de serre et conséquemment on doit lui permettre de développer de l'industrie qu'il faut pour se nourrir d'abord et pour aller en concurrence sur les marchés internationaux avec les autres pays. Deuxième enjeu, donc c'est l'enjeu de l'industrialisation des pays africains. Et le dernier enjeu, qui n'est pas le moins important, c'est celui de l'équité des échanges. Donc en fait, l'Afrique doit échanger avec le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique représente 2% des échanges mondiaux. L'Afrique représente 2% des échanges mondiaux et moins de 3% du PIB du PIB mondial. Donc il faut privilégier cette équité-là dans les échanges mondiaux et que l'Afrique ne soit pas que la terre vers laquelle on se retourne pour prendre la matière première, mais que l'Afrique soit une terre vers laquelle on a besoin de matières premières qu'on va rémunérer conséquemment. C'est-à-dire que la matière première qui vient de l'Afrique doit pouvoir être rémunérée sur la base de son importance dans le processus de production. Et là encore, l'appel que moi je lance, c'est pour le fonctionnement des marchés internationaux, pas dans le sens de régulation, mais dans le sens de transfert de la valeur ajoutée, de renforcement des acteurs et de prise en compte de l'équité économique mondiale. Et ça doit être les trois priorités de l'Afrique, à savoir investissement, industrialisation et équité dans les échanges. À ce moment, l'Afrique va pouvoir jouer son rôle dans le... Merci beaucoup, docteur Oumarou Balarabe. L'horloge tourne rapidement. Alors, on va donner la parole à l'ambassadeur Herman Cohen. Alors, Herman Cohen, l'économiste camerounais, vient de dresser un portrait robot des priorités pour l'Afrique au sein du G20. Alors, quelle peut être la marge de manœuvre de l'Union africaine dans une organisation qui compte des poids lourds de la scène diplomatique mondiale, les États-Unis, la Russie, la Chine? Est-ce que l'Union africaine pourra faire entendre sa voix et surtout poser des actes concrets pour son avenir? Je crois que la voix de l'Union africaine est très faible dans le G20 parce que les Africains ne fabriquent pas des choses pour exporter. Dr. Balarabe a parlé de valeur ajoutée. C'est ça qu'il faut. Il faut que les Africains investent l'argent eux-mêmes dans les usines qui fabriquent des choses pour exporter. Pour le moment, ils font rien. Pourquoi? Les Africains ont peur, ils n'ont pas confiance dans leur propre gouvernement pour investir. Et donc, c'est ça le grand problème. Il faut une stabilité politique et la démocratie pour donner confiance aux investisseurs africains eux-mêmes. Je ne pense pas que les étrangers vont faire le travail nécessaire. Alors, on va donner la parole au professeur Tibambe pour conclure cette émission. Alors, on a une idée des priorités de l'Union africaine, des problèmes qu'elle doit poser au sein du G20. Qu'attendez-vous concrètement de ces dirigeants? Que doit faire l'Union africaine pour défendre ses intérêts au sein du G20? Merci beaucoup. En ce qui me concerne, je voudrais ajouter un élément qu'on peut mettre dans la corbeille des problèmes que peut poser l'Union africaine. Vous savez, le G20 s'occupe de questions économiques, s'occupe aussi de la finance mondiale, mais il y a un nouveau domaine dans lequel on peut attendre que l'Afrique puisse aussi chercher à imposer son point de vue, c'est en ce qui concerne la question de l'environnement. Vous savez que dernièrement, dans ce domaine ici de l'environnement,
sont exclus dans la participation des décisions pour lesquelles les acteurs africains sont aussi exclus. Pour moi, je pense qu'il est important que les États africains soient attentifs à cette question. Voilà, à cette question. Merci beaucoup, professeur Tshibambe Germain. Vous êtes ancien des relations internationales à l'université de Lubumbashi. Merci également à Herman Cohen qui était avec nous, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis en charge des affaires africaines, et puis le docteur Oumarou Balarabe, économiste. Merci à tous d'avoir participé. Cette émission sera disponible sur notre site web voaafrique.com. Au revoir.